Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition du journal sur CCTV français. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Anifar Aman, a annoncé que la communauté de l'ASEAN, qui comprend la communauté sécuritaire et politique, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, allait être mise en place officiellement jeudi. Aman dit qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'histoire du bloc et que la Malaisie, assumant actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, a réalisé avec succès ses objectifs avec le soutien et la coopération des autres membres de l'organisation pour établir la communauté de l'ASEAN et pour développer la communauté de l'ASEAN de l'après 2015. L'organisation avait annoncé en novembre lors de son 27e sommet la création pour le 31 décembre de cette communauté de l'ASEAN. L'établissement de la communauté économique et de l'ASEAN, ou AEC, va donner naissance à une région sans droit de douane, composée de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un tournant pour l'ASEAN, mais aussi d'un casse-tête pour ses membres qui doivent uniformiser leurs normes et procédures. Écoutons ce qu'en dit l'un des architectes, un des fondateurs de l'AEC. La communauté économique de l'ASEAN sera un bloc économique de plus de 600 millions de personnes et de 2600 milliards de dollars. L'un des artisans de cette union économique est Suran Pissowan, ancien secrétaire général de l'ASEAN. Cela va devenir un marché intégré. Il sera compétitif par rapport au reste du monde et aux économies voisines. Il sera équitable en son sein, parmi les 10 pays, ce qui est un enjeu, et il s'intégrera sans problème au système économique mondial. De nobles ambitions, mais l'Asie du Sud-Est contient des pays à la fois parmi les plus pauvres et les plus riches de la planète. Se pose alors la question de l'équité entre ses membres. Si vous regardez le Vietnam, si vous regardez le Laos, le Myanmar ou le Cambodge, leur croissance est de 6,5-7% par an. Ils ne rattraperont donc pas leur retard rapidement, mais ils sont sur la bonne trajectoire. Les dirigeants de l'ASEAN ont toujours soigneusement évité les comparaisons avec l'Union européenne. L'Union monétaire est un rêve lointain et les États membres de l'ASEAN ont un engagement politique bien moindre que les pays européens. L'Union européenne pourrait néanmoins constituer un objectif pour l'ASEAN. J'ai toujours dit que l'UE était notre inspiration, pas notre modèle, car le début est différent. L'UE a commencé avec des grandes économies, mais l'ASEAN est né à l'initiative de petits pays, inégaux en matière de développement économique, mais qui ont décidé que l'avenir était plus important. Une différence majeure avec l'Union européenne est la liberté de mouvement. Si les visas ont été levés dans plusieurs cas, les frontières demeurent au sein de l'AEC, en partie pour des raisons de sécurité, mais aussi pour décourager les migrations. Vous pouvez imaginer que Singapour et la Malaisie soient envahis de citoyens de l'ASEAN cherchant un avenir meilleur et un meilleur emploi. Donc, nous nous sommes limités au libre mouvement de travailleurs qualifiés. Le lancement de l'AEC ne devrait pas fondamentalement changer la situation. Mais si la volonté des États membres ne faiblit pas et que l'avenir reste la priorité, alors la région pourrait bien avoir un nouveau visage. Mais cela sera un processus lent, comme en Europe. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, les Allemands se sentent aussi européens. Il est difficile de donner un calendrier, mais je pense qu'une décennie va produire beaucoup de ces choses dont nous parlons. La politique de la Chine concernant l'ASEAN est celle d'une politique de soutien. Lors du forum de Bois au début de cette année, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine souhaite collaborer avec les pays de l'ASEAN afin de construire la route de la soie maritime du 21e siècle en promouvant une zone de prospérité commune. Et voici un petit rappel de ce que le ministre Wang a dit. En tant que bon ami et compagnon de l'ASEAN, la Chine continuera de soutenir le développement de l'ASEAN et le rôle majeur qu'elle joue dans la coopération régionale de l'Asie de l'Est. Le programme de développement de l'ASEAN fait partie du processus d'intégration de l'économie asiatique. La Chine prendra des mesures concrètes pour aider les pays de l'ASEAN à réduire l'écart et réaliser ensemble le développement de la communauté. Nous continuerons aussi de faciliter les échanges entre la Chine et l'ASEAN.
Nous ferons bon usage de l'expo Chine-ASEAN et d'ici 2020, nous pousserons le volume du commerce bilatéral à 1 000 milliards de dollars. Restons en Asie, le deuxième cycle de baisse de tarifs douaniers prescrite par l'accord de libre-échange de la Chine avec la Corée du Sud et l'Australie prendra effet le 1er janvier de l'année prochaine. La première baisse a eu lieu le 20 décembre. Davantage de produits sont couverts par ces mesures comme les machines, les produits électroniques et les produits agricoles. Les consommateurs et les entreprises devraient largement bénéficier de ce deuxième cycle de baisse en faisant de substantielles économies. Les accords de libre-échange avaient été signés en juin après de nombreuses années de négociations. Ils ont pour but à terme d'éliminer les barrières douanières pour stimuler le commerce international. Le président Raúl Castro a demandé aux Cubains de se préparer à une année difficile en raison des prévisions de ralentissement économique en 2016. La situation économique mondiale morose devrait peser sur l'économie et la hausse des revenus du tourisme ne sera pas suffisante pour compenser ces pressions baissières. Pour la plupart des Cubains, 2015 a démarré en fanfare avec le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, espoir de bénéfices économiques rapides. La répercussion la plus immédiate de ce rétablissement a été la hausse du nombre de touristes, à la fois américains, qui venaient pour la première fois, et européens, désireux de voir Cuba avant que le pays ne change. L'argent envoyé par les émigrés cubains partis aux États-Unis a également contribué aux 4% de croissance économique de 2015. Mais lors d'une session de l'Assemblée nationale, le président Raúl Castro a averti qu'en 2016, la croissance pourrait être réduite de moitié. El próximo año continuará creciendo el Producto Interno Bruto. L'an prochain, le produit intérieur brut va continuer d'augmenter, mais à un taux moins élevé de 2%, conséquence des limitations financières associées à la chute des recettes des exportations traditionnelles, telles que le nickel. La chute des cours du pétrole réduit le coût des importations, mais ceci est compensé par la dégradation de la situation économique et politique du principal allié et partenaire commercial de Cuba, le Venezuela. Ce dernier fournit des milliards de dollars de pétrole bon marché à Cuba en échange de médecins et d'autres professionnels, mais les paiements sont basés sur le cours du pétrole. Si notre relation avec le Venezuela est affectée, nous allons devoir procéder à des ajustements. Il existe des plans pour réduire les importations et la consommation d'énergie en 2016, et cela va peser sur la production. Lors de son discours à l'Assemblée nationale, Raúl Castro a appelé le président américain Barack Obama à faire usage de ses pouvoirs exécutifs pour assouplir l'embargo américain contre Cuba. Par ailleurs, la prudence des réformes économiques menées par l'île est également remise en question. Tous les yeux sont tournés vers le congrès du Parti communiste de l'an prochain, dans l'espoir que de nouveaux changements soient annoncés. Journal de CCTV français, votre rendez-vous de l'info quotidienne. Et on reprend avec l'Irak. L'armée irakienne a sécurisé la banlieue de Ramadi 3 jours après avoir chassé les djihadistes de Daesh du centre de la ville. Mais la situation n'est pas encore revenue à la normale dans la capitale de la province d'Al-Anbar. Environ 700 combattants de Daesh seraient encore cachés dans le centre et la banlieue est de Ramadi. Les djihadistes ont également posé de nombreux explosifs le long des rues et des bâtiments de la ville. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a ordonné que les explosifs soient retirés le plus rapidement possible et que les services publics de base soient restaurés pour permettre le retour des civils. L'ONU estime à 20 millions de dollars américains le coût de la reconstruction de la ville. La reconquête de Ramadi est un tournant dans la guerre de l'Irak contre Daesh qui, c'était en 2014, avait conquis un tiers de l'Irak. Au moins 16 personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées lors d'une double explosion survenue mercredi dernier à l'intérieur de 2 restaurants de la ville à majorité kurde de Kameshli, dans la province d'Al-Asakeh, située dans le nord de la Syrie. Il s'agit de la deuxième fois en un mois que la région kurde d'Al-Asakeh est visée. Au début du mois de décembre, au moins 20 personnes ont été tuées dans des attentats visant également des cibles kurdes de la province et revendiquées par le groupe terroriste État islamique.
Et en Syrie toujours, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement à l'occasion de cette fin d'année. Faisons le bilan de ces révolutions au cours de l'année 2015. Pour la Syrie, l'année 2015 a débuté sur une note positive. Le 26 janvier, les soldats kurdes libèrent la ville de Kobané après 4 mois de combats intensifs contre Daesh. Le groupe État islamique a perdu près d'1 millier de combattants pendant l'offensive, contre 300 pour les Kurdes. Le 1er avril, Daesh a envahi le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Après des combats contre l'opposition syrienne, il prend le contrôle de la majeure partie du camp. Celui-ci n'est situé qu'à 9 km du centre de Damas. Daesh n'avait jamais été aussi près de la capitale. Le 25 avril, les rebelles, dont le front Al-Nosra lié à Al-Qaïda, capturent Zisl al-Shughoul, la dernière grande ville tenue par le gouvernement dans la province d'Idlib. Désormais, la province côtière de Latakia, fief du président Bachar el-Assad, est à portée de main des rebelles. Le 20 mai, Daesh prend la cité archéologique de Balmir, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement tente de reprendre la ville, mais craint que les armes lourdes n'endommagent les reliques. Les mois suivants, les extrémistes détruisent des monuments historiques qu'ils qualifient de blasphématoires. Le 1er août, l'armée syrienne et les forces kurdes délogent Daesh de la ville d'Assaké. La province d'Assaké était entourée de zones contrôlées par Daesh et l'approvisionnement ne pouvait être envoyé que par avion. Le 30 septembre, la Russie lance une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique et les autres groupes terroristes en Syrie. L'implication de Moscou change la dynamique du conflit et l'armée syrienne regagne du terrain. Le 24 novembre, la Turquie abat un avion de chasse russe près de sa frontière avec la Syrie, en affirmant qu'il a violé son espace aérien. Moscou nie ces accusations et qualifie cette action de coup de couteau dans le dos. Pour sa première sortie publique sur la question, le président burundais Pierre Nkurunziza a déclaré que les Burundais s'opposeraient par la force à l'envoi de soldats de l'Union africaine sur son sol. Reportage. Le Burundi est un État souverain et le monde doit respecter les frontières burundaises. Dans le passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait pris des décisions que nous avions respectées. Cependant, nous n'acceptons pas qu'une force étrangère s'invite chez nous. Si les troupes de l'UA venaient à violer notre souveraineté, nos frontières, tous les Burundais se lèveraient pour défendre leur pays, parce que nous aurons fait l'objet d'une agression, et nous nous protégerons. Cette année, les grandes puissances mondiales ont cherché à se forger une relation durable avec l'Afrique. Les grands leaders du monde entier se sont rendus sur le continent où ont accueilli les dirigeants africains chez eux. Retour sur une année de séduction. Pour la première fois, le continent joue les hôtes pour le 6e forum de coopération Chine-Afrique. Les dirigeants et les investisseurs convergent vers Johannesburg en Afrique du Sud. Lors des 5 derniers sommets, la Chine a toujours doublé son aide financière au développement. La réalisation d'un développement inclusif et durable en Afrique s'articule autour de l'action industrielle. Une industrialisation qui détient la clé de l'emploi, de l'éradication de la pauvreté et de l'amélioration du niveau de vie. La voie de l'Afrique vers l'industrialisation ne peut être trouvée que par les Africains eux-mêmes, à travers leurs pratiques et leur exploration. La Chine espère sincèrement partager son expérience avec les pays africains et est désireuse de fournir du capital technologique ainsi qu'une assistance personnelle en soutien à l'industrialisation de l'Afrique. Les investisseurs d'Amérique, conscients des possibilités représentées par l'Afrique, se sont aussi lancés dans cette voie par le biais du sommet Global Entrepreneurship. Le Kenya a ainsi accueilli le président américain Barack Obama, qui n'a pas eu assez de mots pour dire l'importance qu'il accorde à l'Afrique. Africa is on the move. Africa is one of the fastest growing regions of the world. L'Afrique est sur la bonne voie. Les gens sortent petit à petit de la pauvreté. L'Afrique doit devenir le moteur de la croissance mondiale. President Kenyatta alluded to. And that creates incredible opportunities for Africans and for the world. L'Inde, en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde, travaille à rattraper la Chine,
qui jouit d'un commerce extérieur avec l'Afrique 3 fois plus élevé que ses propres 72 milliards de dollars. Quand il a reçu les dirigeants africains en octobre, le Premier ministre Narendra Modi a promis 7,4 milliards de dollars de prêts et 1,2 milliard d'aides depuis le premier sommet Inde-Afrique de 2008. Par ailleurs, l'Union européenne a elle aussi encouragé le commerce avec l'Afrique en signant des accords avec 7 régions du continent. Les accords de partenariat économique, tel est leur nom, permettent un commerce détaxé, mais beaucoup de pays africains disent qu'ils n'ont pour autre but que d'inonder les marchés de produits européens. L'UE insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et qu'il existe de nombreuses clauses qui protègent les producteurs africains. D'autres espoirs ont été avivés par la réunion en Afrique de 162 membres de l'OMC. Les ministres des pays de l'organisation sont tombés d'accord sur un retrait des subventions, immédiatement pour les nations développées et en 2018 pour les pays en développement. La décision d'aujourd'hui s'attaque au problème une fois pour toutes. Elle retire les distorsions dues aux subventions causées sur les marchés agricoles, aidant à aplanir le terrain pour le plus grand bénéfice des fermiers et des exportateurs dans les pays développés et moins développés. On le voit, l'Afrique s'est fait courtiser de toutes parts en 2015. Le continent attend maintenant des retours positifs de toutes ces belles promesses. Et on termine avec l'Afrique. Une organisation caritative tanzanienne entre dans la dernière phase des négociations d'un accord qui prévoit d'exporter au Zimbabwe des rats des mineurs dans le but de détecter des mines. Les rats qui s'appellent Abobo ont été dressés pour détecter des explosifs et ils espèrent que ces rats débarrasseront le pays des milliers de mines antipersonnelles plantées durant la guerre de libération. Selon le compte rendu de Dan Ashby en Tanzanie, les rats ne sont pas seulement dressés pour détecter des mines. Le soleil vient à peine de se lever à Morogoro que les employés se mettent immédiatement au travail. Cette rate, anti-mine, est en plein dressage. Ils lui apprennent à reconnaître l'odeur des engins explosifs. Elle est essentiellement nocturne, donc son dresseur la réveille plus tôt pour obtenir le maximum de ses capacités. Et tous les matins, la rate et plus de 50 autres rats s'entraînent inlassablement. C'est un système assez simple. Les rats marchent le long des lignes jusqu'à ce qu'ils entendent une mine. S'ils ont trouvé une mine, ils entendent alors un déclic et ils reçoivent ensuite une récompense. De plus, ils ne vont pas laisser passer l'occasion de manger un peu plus au petit déjeuner. Cela prend 9 mois pour dresser un rat. Et contrairement aux chiens, ils sont suffisamment légers pour marcher sur une mine sans la déclencher. Jusqu'à présent, ils ont aidé des communautés en Angola et au Cambodge. Les populations subissent les conséquences terribles des mines terrestres. Mais quand nous les avons rencontrés et qu'ils nous ont vus travailler avec les rats, qu'ils ont pu observer le déminage, ils étaient très contents. Ils nous offrent un grand soutien afin que nous puissions rapidement nous débarrasser de ce fléau. L'ONG qui dirige ce projet a conclu un accord avec le gouvernement zimbabwéen dans le but d'aider à détecter des mines plantées durant la guerre de libération. De l'autre côté de la frontière au Mozambique, les rats ont tellement de succès que l'ONG pense que le pays sera bientôt délivré des mines. Nous sommes présents là-bas depuis 2008. Nous avons déminé au total 13 000 mines terrestres, 8 000 à la frontière du Mozambique et du Zimbabwe. Nous espérons continuer de l'autre côté de la frontière, au Zimbabwe, après que le Mozambique s'est débarrassé de toutes ces mines. Les rats ne détectent pas que des engins explosifs, mais aussi la tuberculose. Tous les jours, ils reniflent des centaines d'échantillons. Leurs diagnostics sont plus rapides que les machines. Pour beaucoup de personnes, les rats sont nuisibles. Mais à Morogoro, ces rats ne sont pas porteurs de maladies. Ils les détectent justement. Que cela soit au laboratoire ou sur le terrain, pour ces rats, sauver des vies fait partie du travail quotidien. Ainsi s'achève cette édition du journal. On est le dernier jour de 2015. Toute l'équipe de CCTV français vous souhaite une excellente année 2016. Bonne année à tous.